Deuxième partie de ce débriefing FAI TV avec la fameuse séquence polémique, comme on le fait maintenant après chaque Grand Prix, mon cher Yves, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, figurez-vous, et notamment sur l'incident qui a opposé Alonso à Vettel. Les commissaires ont tranché, ça a été une pénalité pour Sébastien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Yves? La vérité, moi, j'étais très surpris, parce que je n'ai pas vu chat fouetté dans un virage rapide comme celui-là. Vettel prend sa trajectoire et évidemment, il est déporté sur la gauche à une vitesse pareille. Alonso se trouve de son côté gauche, il se retrouve sur le terre-plein. Il n'est rien arrivé. Si on commence à interdire ce genre de choses, il faut arrêter et il faut plus de courses automobiles. Alors, d'accord, il ne faut pas pénaliser à tout va. Je ne prétends pas qu'il faut infliger des pénalités tout le temps, mais on sentait quand même que c'était très tendu entre Alonso et Vettel. Il y a déjà eu des petits coups fourrés qu'on ne voit pas toujours à la télé. Et ici, Fernando, je peux vous dire qu'après la course, il était quand même un peu remonté contre Sébastien, parce qu'il dit c'est un endroit. Monza, c'est un circuit, franchement, où il ne faut pas prendre de risques, parce qu'on est à des vitesses telles, on est au-dessus de 300, 350 dans la ligne droite, que s'il y a un accident, s'il y a un contact, c'est un accident d'avion, avec des conséquences qui peuvent être énormes. On avait déjà eu un incident forcément à Spa, qui n'a rien à voir, mais ici, Vettel est sous pression, il sait qu'Alonso remonte, qu'Alonso est plus vite, ça fait quand même 10 tours, prétend Fernando, qu'il est derrière et que malgré le DRS, il n'arrive pas à le passer. La détérioration des pneus, etc., fait que Fernando est franchement plus vite. Il a déjà essayé de le passer une ou deux fois. C'est un endroit peut-être inattendu, mais je ne peux pas imaginer une seconde que Vettel ne l'ait pas vu ou que Vettel ne sache pas qu'il est là. Ça mérite un coup d'œil dans le rétro. Fernando vient quand même à côté, certes à l'extérieur, ce qui est osé, avouons-le, mais la conséquence, si vraiment Fernando avait perdu le contrôle, parce qu'on n'en était pas loin, mais il part en tonneau, cet endroit-là. Donc ça peut être quand même très dangereux. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs éléments à discuter. C'est-à-dire que quand on regarde les caméras embarquées, Pierre, on voit très bien qu'au moment où Vettel réalise qu'Alonso est à côté de lui, hop, il lui laisse la place. Donc, c'est-à-dire que... Et puis, Alonso, c'est vrai, il est derrière lui depuis quelques tours, mais fallait-il que Vettel le laisse passer? Non. On se bat pour une position, on se bat pour le championnat du monde, donc il doit fermer la porte. Et puis, on a le KERS, on a le DRS. Alonso n'avait pas à passer là. Il n'avait qu'à le passer au bout de la ligne droite, comme font tous les pilotes. Là, c'est un endroit particulièrement dangereux. Mais ce n'est pas pour ça que des grands champions doivent faire attention plus que ça. Dans le raidillon, Weber, Alonso, ça s'est très bien passé. Kimi aussi, avec Michael à Francorchamps, ça s'est très bien passé. Ce sont des grands garçons, ce sont des champions du monde. Deux doubles champions du monde. Donc moi, je leur fais confiance et je trouve qu'Alonso devait passer ailleurs et il n'avait pas à s'exciter comme ça. Ce qui est significatif en tout cas, c'est qu'on sent la rivalité exacerbée entre Alonso et Vettel, davantage peut-être qu'avec les autres candidats au titre. Red Bull, ça reste quand même un danger permanent, même si on les casse un peu, parce que la pénalité infligée à Vettel, c'est peut-être une de trop, une de plus. Ils sont un peu parano chez Red Bull par rapport à la fédération, aux petits arrangements entre amis. Mais bon, force est de constater qu'ils n'ont pas été aidés là, parce que heureusement, ça n'a pas eu de conséquences sur la course au titre, parce que voilà, problème de fiabilité, les deux Red Bull qui lâchent, Yves, entre Red Bull et Renault, ça va tousser quand même. Tout à fait. Et Renault, c'est un motoriste exemplaire, et donc on ne va pas leur jeter trop la pierre. Mais on a remarqué qu'à Monza, ils étaient à la peine. Pas seulement avec les Red Bull, les Lotus aussi. J'ai l'impression que Renault doit se réveiller. Il y a affaire au niveau performance et au niveau fiabilité. Mais Rémi Taffin le disait dimanche soir après le Grand Prix. Effectivement, ils ont présenté des excuses. Parce que le problème, c'est que c'est répétitif, quoi. Le coup des alternateurs, des surchauds, c'est arrivé à Valence parce qu'il faisait très chaud et qu'on sait qu'à Valence, avec les murs, c'est surchauffé. Ça ne peut pas arriver une deuxième fois. Ça arrive une deuxième fois dans des circonstances à peu près analogues parce qu'il faisait très très chaud à Monza, en effet. Alors les moteurs sont sollicités de façon très différente. C'est le circuit, évidemment, où on est à pleine charge plus de 70% du tout. Mais c'est valable pour Mercedes et pour Ferrari aussi. Donc quelque part, Ferrari a eu ces petits lots d'ennuis. Ils sont passés entre les coups en course, heureusement pour eux.
Il y a eu d'autres abandons, hein. C'est vrai que pour la première fois, on a eu Jenson Button qui renonce aussi. Donc c'est la première fois de l'année, et je crois que pour la fin de saison, ça va jouer un rôle important, le fait qu'en boîte de vitesse, en moteur, on commence à être limite par rapport aux quotas imposés par la FIA, et que certains vont peut-être être victimes d'incidents mécaniques. Il va falloir gérer tout ça. Quelque part, je trouve ça sympathique, parce que on a grandi avec une course automobile où il y avait des abandons à tout va, et on avait oublié ce paramètre. Un abandon était inacceptable, ça n'arrivait jamais, ça ne pouvait jamais arriver. On a même un motoriste qui s'excuse, alors que c'est inhérent à la course automobile. Et c'est un paramètre pour la fin de saison, comme tu dis, chaque écurie devra tenir compte d'un problème de fiabilité éventuel. Et voilà, ça peut... De là à faire la course en étant obligé de limiter les régimes et tout, c'est quand même un peu triste. Mais bon, le règlement est ainsi fait, c'est le même pour tout le monde. L'avantage de course où on l'abandonne, c'est qu'il y a des points qui sont accessibles à des équipes qui d'habitude ne peuvent pas vraiment en toucher. Là, on a de nouveau Di Resta qui fait une qualif d'enfer et qui ramène des points pour Force India. On a évidemment les Sauber, c'est un cas exceptionnel évidemment avec Pérez, mais aussi Kobayashi. On a même les Williams qui ont Ricciardo qui était 10e, le pauvre, qui perd ce point dans le dernier tour. Et on a même les Williams avec Bruno Senna qui coiffe tout le monde au poteau. C'était sympa, même si nous, on aurait espéré évidemment que Jérôme D'Ambrosio puisse se mêler à cette lutte. Il aurait pu le faire, je pense. Kimi, qui fait une course exemplaire et qui est 3e au classement du championnat, c'est quand même exceptionnel sans avoir gagné un seul Grand Prix après 11 courses. Mais Jérôme, sur la 2e Lotus, voilà, c'était un peu un cadeau empoisonné parce que Monza, c'est vraiment une piste où les voitures sont tellement légères, tellement instables au freinage qu'il faut vraiment être en confiance, bien connaître sa voiture pour être performant, notamment en qualif. Et là, malheureusement, il n'a pas vraiment sorti un chrono. En revanche, en course, on s'est rendu compte que plus le temps passait, plus il allait vite, malgré malheureusement la perte du Kers, qui l'a quand même sérieusement handicapé, sans quoi je pense qu'il aurait pu se mêler à la lutte pour les points. Moi, je retiens que Jérôme a vraiment fait une belle performance. Moi, je trouve que il a perdu son Kers après 6 tours, mais je remarque que tout le week-end, chaque fois qu'il sortait, il améliorait ses temps. Et jusqu'à la fin de la course. Oui. Et donc, 52e tour. Comme il avait eu peu de roulage, et il fait son meilleur temps en même temps que Kimi au 52e tour, en faisant 6 dixièmes de mieux, avec des pneus différents. Les mêmes pneus, bien sûr. Mais c'est tout à fait méritoire. Il n'a pas fait une bêtise tout le week-end. Il a ramené la voiture. Pour moi, c'était vraiment pas mal, parce que, comme tu dis, c'était un peu un cadeau empoisonné, mais c'était un cadeau quand même. Il a saisi sa chance. Je trouve qu'il... même dans l'équipe, ils étaient fort satisfaits de sa performance. Grosjean aurait sans aucun doute fait mieux, clairement. Il aurait sans doute été peut-être même en Q3, même si Kimi a beaucoup souffert pour aller en Q3. Et en course, on ne sait pas ce qui serait passé, mais il aurait sans doute pu revendiquer des points de façon plus naturelle que Jérôme. Mais le problème qui est posé, c'est le problème de la réglementation, clairement, du manque de kilomètres, y compris des réservistes, ce qui est quand même absurde. Donc voilà, on plaide un peu dans le dernier FIA Magazine à ce sujet. Il faut trouver des solutions, parce que là, les Young Driver Days, là, où les réservistes ne peuvent pas rouler, des gens comme Buemi ou comme D'Ambrosio, ils ne peuvent pas rouler sous prétexte qu'ils ont déjà couru en F1, c'est complètement ridicule. Il faut faire évoluer les mentalités et voir ce que ça donne sur le moyen terme. Oui, il faut absolument trouver une solution, parce que le saut entre la GP2 et la Formule 1 est immense. Ils ont tellement de choses à absorber qu'il faut donner le moyen à ces troisièmes pilotes, à ces pilotes de réserve, à ces jeunes pousses qui montent, de faire des kilomètres. Du temps de Villeneuve, Jacques Villeneuve avait fait 11 000 kilomètres avant que la saison ne démarre en 96-97. Il n'y a pas si longtemps, quand Kobayashi prend sa chance chez Toyota en fin de saison, en 2008, je crois, ou 2009, il fait les 2 Grands Prix, il allume tout le monde, 2009. Kamui, il avait fait 17 000 bornes d'essais avec Toyota en F1. Vous imaginez, c'est la dernière année où on avait des essais privés. C'est absolument nécessaire. Il n'y a rien de tel que les kilomètres. Mais sauf que c'est trop cher, disent les teams, et qu'il y a ce problème de restriction de ressources. Alors moi, j'ai une solution que je mets dans le débat, que je lance sur la table, c'est le vendredi matin, faites rouler les réservistes, les jeunes, le vendredi matin, que tous les teams le fassent. Alors avec une voiture, avec 2 voitures,
le débat est ouvert parce qu'il n'y a peut-être pas 24 pilotes capables, quelque part, d'apporter quelque chose au type ou de mériter une chance en F1. Ça peut être une voiture sur deux avec une rotation pour que tous les pilotes soient à égalité, mais donnons des kilomètres aux jeunes le vendredi. Regardez Valtteri Bottas sur la Williams, hein, il apprend son métier comme ça. Regardez Jules cette année-ci, Bianchi, il va être prêt, préparé éventuellement à une promotion l'année prochaine. Oui, et se mettre en évidence aussi, hein, parce que Valtteri Bottas, tous les vendredis matins, effectivement, il marche très bien, il fait jeu égal, si pas mieux, avec Maldonado, et ça permet aux écuries de le remarquer, parce que sinon, comment faire, hein? Pas seulement Williams, peut-être McLaren, puisqu'on vous a balancé aussi le scoop que Bottas pourrait être un candidat au volant McLaren, si et seulement si Lewis Hamilton s'en va, ce qui reste à prouver. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui, mon cher Yves. On vous proposera une exclusivité le week-end prochain sur F1 TV. C'est une rencontre à cœur ouvert avec Romain Grosjean avant son retour à Singapour dans 10 jours.